What is up, family? We have another Patreon request. We have how a celebrity killed the... What? Oh, how celebrity killed the biggest French actor of all time. All time. Ça y est, on est en plein été. Et Why is that title in English? Huh, interesting. Okay. ça y est, on est en plein été. Et comme chaque été, les chaînes de télévision vont programmer exactement les mêmes films. On va avoir le droit à Camping, au Bronzé, probablement à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais aussi et surtout à toute Great une panoplie d'autres films avec un seul et même visage qui aura marqué toute une génération. Je vous répète comme un bon épouse un baron, mais vous ne comprenez donc rien. The best. The best. Louis. The best. The legend. Eh oui, on le sait, plus enfant, plus Je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça va, ça suffit, là. Oui, aujourd'hui, on va parler de Monsieur Louis de Funès. Pour moi, Louis de Funès. et pour beaucoup, le plus grand acteur que la France n'ait jamais connu. Mais I agree. en vérité, on est assez peu, moi y compris avant de travailler sur cette vidéo, à connaître l'homme et son histoire qui est, croyez-moi, assez impressionnante. On va parler d'un homme difficile sur les tournages, exigeant, perfectionniste, jusqu'à donner tout ce dont il était capable, et même sa vie. Et je suis loin d'exagérer en disant ça, mais on va y revenir plus tard. Louis de Funès, c'est 40 ans de carrière et pas moins de 140 films. 140. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du numéro 1. 140. Indétrôné du box-office français, le seul à avoir réuni plus de 315 millions d'entrées cumulées. Alors pourquoi autant de succès? Était-il vraiment ce personnage tyrannique hors des caméras? Et surtout, comment est-ce qu'un homme qui n'est parti de rien est devenu l'homme le plus drôle que la France n'ait jamais connu? Voici l'histoire du plus grand acteur français de sa génération, et probablement de toutes This is gonna be a great video. This is gonna be a great video. les générations. That's excellent. I can't believe it. Louis de Funès. Documentary. J'ai un point commun énorme avec Louis de Funès. Bon déjà, notre sommeil à tous les deux, il est assez aléatoire. Ouais, ça cogite pas mal là-dedans. Sauf que moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir trouvé une solution pour améliorer tout ça. Parce qu'on le dit pas assez, mais un bon matelas ou même un bon oreiller, Aïe, 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 aïe. Ouais. But you know what? Congratulations for having collaboration. Very hard to trust anybody today. Vraiment. I've gotten like 50 offers, and I think like all of them were bullshit. Maybe one was real, and it was nothing. But it's good to find one that's not bullshit. Really, c'est vrai. nous, on retourne à notre cher Louis qui devait certainement pas dormir sur des matelas Emma. Imaginez, vous rêvez d'être acteur. Chaque jour, rien d'autre n'existe que cet objectif dans votre tête. Mais la vie n'a qu'un but, vous faire échouer. À votre avis, vous tiendriez combien de temps? 10 ans, 6 ans, 3 ans, ou peut-être même seulement 1 an? Moi, il m'aura fallu 1 an. 1 an pour me rendre compte qu'au final, je n'étais pas fait pour être acteur, malgré ce que je pensais, et les milliers d'euros investis dans des cours de théâtre. Et bah pour Louis de Funès, on parle de plusieurs dizaines d'années. Oh, ça c'est intéressant. Ce gars-là, he wanted to become an actor? That's interesting. Ouais, on en est à ce niveau-là de motivation. Et au moment où mon histoire personnelle rencontre la sienne, il a encore du mal dans cette quête de rôle. Parce que oui, quelqu'un de ma famille a croisé sa route, et certainement pas de la manière dont vous imaginez. En vrai, cette histoire est assez folle quand même maintenant avec le recul. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Pour le moment, revenons en arrière. Bon, je sais pas vous, mais personnellement, vu que Louis de Funès il a percé à plus de 40 ans, j'ai vraiment du mal à l'imaginer enfant. Et pourtant, attention, grande révélation, ce fut le cas. On est le 31 juillet 1914 à Courbevoie, et le petit Louis Germain David est né. Et dès la naissance, son histoire est déjà loin d'être simple. 10 ans plus tôt, son père, Carlos Luis de Funès, voulait épouser sa mère, Léonore Soto Reguera. Mais le père de Léonore, il était pas très chaud. Alors Carlos va tout simplement enlever la meuf qui veut gérer pour l'amener en France. Bon, déjà l'exemple pour le petit Louis est pas terrible. Et croyez-moi, niveau influence que lui laissera son père, c'est pas grand chose comparé à ce qui va arriver après. Bon, pour le moment, le début d'enfance est assez compliqué. En gros, Louis se fait complètement bully par ses camarades parce qu'il est tout petit et pas très beau. Donc pour s'en sortir, lui il va commencer à essayer de les faire rigoler. Des rires qui vont le mener sur un chemin. Un chemin vers son premier vrai début sur les planches. En 1926, à seulement 11 ans, il interprète un enfant dans un opéra pour sa ville. Et ça, c'est une première petite étincelle. Rien de plus. Pour l'instant. À côté, un événement très important vient de se produire. Son père, il bosse dans la vente de diamants et il a du mal avec son activité. Et il ne va pas réussir du tout à surmonter tout ça.
Au début des années 30, la mère de Louis de Funès va apprendre que son mari Carlos, celui qu'il avait enlevé dans un autre pays pour l'épouser, s'est ôté la vie. C'est absolument horrible. Wow. Because he failed at making, what makes the world turn. He failed at making money. Et même disparu, il se pourrait bien qu'il ait laissé quelques surprises derrière lui. Imaginez l'impact colossal sur Louis alors qu'à l'époque il est encore adolescent. C'est un jeune garçon. C'est le moment où t'es censé te construire en tant qu'homme. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à cette période, Louis il est en plein dans quelque chose qu'on appelle les jobs alimentaires. Et il se sent seul. Tu m'étonnes. Bon en bref, il est dans le noir, dos au mur. Et vous avez fait quoi à sa place? Votre père est plus là et vous êtes en train de faire des boulots minables dans le seul but de survivre et de rapporter un petit peu d'argent à la maison. Et d'ailleurs, je sais que c'est la réalité de beaucoup de gens. Si c'est votre cas, je vous envoie tout mon courage. Et Louis, il va se reprendre en main et il se dit ok, je vais peut-être tenter l'école technique de photographie et de cinéma. Enfin en vérité, pas trop longtemps. 1 an, bon c'est déjà un bon score. 1 an avant de foutre le feu à son école, franchement. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ah ouais, peut-être le fait que sa mère n'aille pas bien du tout, aussi. C'est probable. Alors un jour, il rentre d'une autre de ses journées de travail insupportables, et là il voit sa mère affolée, qui crie partout et qui court partout dans la maison. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit. Elle répète encore et encore, mais là entre deux pleurs, il entend « Ton père est en vie ». Quoi? He faked his death? La mort du père de Louis n'était qu'une mise en scène, une manière de pouvoir fuir au Venezuela en laissant sa famille derrière lui, simplement dans le but de mieux gagner sa vie. Wow, what a piece of shit. L'appât du gain. Et là, je pense qu'on peut parler d'un énorme plot twist. Alors déjà moi, en écrivant cette vidéo, et vous, actuellement, en l'entendant, je sais que vous êtes complètement choqués de cette information, alors imaginez un petit peu dans la tête de Louis. Il devait être complètement chamboulé, le frérot. Et pour Louis, ça change rien. Bon, il va s'y faire, parce que de toute façon, il n'a pas le choix, et c'est le moment de retourner au job alimentaire. Wow. Dont pianiste dans les bars. Wow. Pourquoi pas. Louis va apprendre tout seul, simplement à l'oreille et sans jamais avoir appris à lire une partition. Brilliant. Brilliant. Ok, Mozart. En vérité, Louis, il est assez bon dans tout, mais personne ne le sait encore à cette période-là. Et puis au final, être allé dans une école technique de photographie et de cinéma, ça aurait pas été si inutile que ça. Daniel Gélin, un ancien camarade de classe, va recommander Louis pour un film. Enfin, on arrive au début de sa carrière devant la caméra. Et Louis va jouer un portier de cabaret dans La Tentation de Barbizon en 1945, réalisé par Jean Stelly. Et pourtant, même là, dans ce premier rôle, il essaye déjà d'être différent des autres. Il va ralentir ses mouvements pour rester le plus longtemps possible à l'écran. C'est assez rusé. Bon, il sait qu'il y a une opportunité à saisir et il va tout faire pour qu'on le remarque. Alors oui, il fait en sorte de marquer. Mais le truc, c'est qu'au moment où je vous raconte cette histoire, Louis, il a déjà... Quel âge à votre avis? 18, 19, 20? Non. Il a 31 ans. 31 ans et à son actif une seule présence dans un film avec 2 phrases. Une présence qui sera même pas créditée au générique d'ailleurs. Mais au moins, il a un Won't even be credited. pied dedans. Bon, la machine des petits rôles est quand même lancée et pendant 3 ans, il va jouer dans 6 films. Il va devoir attendre 1948 pour enfin être crédité au générique dans un film qui s'appelle Croisière pour un inconnu. Imaginez l'immense dinguerie que ça doit être pour lui à ce moment-là d'avoir enfin son nom au générique d'un film. Et puis l'année d'après, il sera de nouveau crédité dans un film et pas n'importe lequel. Bon, je vous ai dit que j'avais un point commun avec Louis de Funès, et il est temps que je vous dise la vérité. Mon arrière-grand-père était acteur, réalisateur et metteur en scène. Et en 1949, sur le film Mission à Tanger d'André Hunebelle, mon arrière-grand-père a le rôle principal. Ouais, le BG que vous voyez là, c'est lui. Comme quoi, c'est génétique. Et dans ce film-là, Louis de Funès a un tout petit rôle en tant que général espagnol. Mon arrière-grand-père et lui se rencontrent donc sur ce tournage. Et même en le disant, j'arrive pas à accepter cette information. C'est quand même une folie, le monstre sacré du cinéma français a été poteau avec mon arrière-grand-père. That is crazy. Wow. That is really cool. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à cette époque-là, mon arrière-grand-père, c'était déjà un acteur reconnu dans le cinéma français, alors que Louis de Funès, c'était qu'un figurant, un acteur de seconde zone. Bref, et de ce qu'on m'a raconté dans la famille, de Funès, il était déjà méga exigeant, même pour des rôles secondaires. Mais exigeant envers lui-même. C'est un gars qui veut être sûr de ce qu'il propose au public. Mais Mission à Tanger, c'est un film assez spécial, parce que c'est la première fois que Louis tient un rôle aussi marquant. Pas au sens exceptionnel, on n'en est pas encore là, mais au sens de commencer à rentrer dans le paysage cinématographique. Remarquer son visage dans un autre film et se dire que c'est pas la première fois qu'on le voit à l'écran. Là, il joue plus seulement un chauffeur, un cuistot ou un portier. Et ce film-là, c'est un mini début de réussite pour De Funès. Mais vous commencez peut-être un petit peu à le connaître. Louis, il est jamais satisfait. Et ça, jusqu'à la fin. And that's good. That means he has drive. And that's how you succeed, people. You never give up.
Et ce, contre l'avis de tous, même des médecins, malgré des signes plus qu'inquiétants. Mais ça, vous le verrez plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui change pour lui. Il continue les petits rôles, et il va même refaire de la figuration dans Vient de paraître de Jacques Houssin en 1949, et il se fait couper au montage dans 2 films du même réal quasiment à la suite. Et là, c'est quand même assez inquiétant. Il n'y a pas vraiment de tension entre les deux, mais il s'est avéré plus tard que Louis de Funès, c'était pas forcément le mec le plus apprécié du milieu. On y reviendra plus tard, mais des anecdotes sur le caractère de cochon de notre protagoniste, il y en a un paquet. Mais en même temps, avec un tel acteur, vous vous attendiez à quoi? Mais bon, il y a encore un avantage à cette période-là, c'est que la critique cinéma, elle le rejette pas. À vrai dire, elle le mentionne même pas. Par contre, le public, lui, il continue à avoir sa tête un peu partout, dans des seconds rôles, à raison de 10 films par an quand même. Et en 1951, il va même jouer dans 17 films. Ça, c'est un sacré record. Vous savez, c'était un peu le genre de mec dont on connaît le visage, mais pas le nom. Personnellement, j'ai un jeu avec mes amis, on appelle ça des « Ah ouais, lui ». Tiens, par exemple, je vais vous mettre la tête d'un gars au montage, et je suis sûr que le seul truc que vous allez avoir en tête, c'est « Ah, mais ouais, je le connais ». Yeah, moi, je suis horrible avec les noms. Horrible. Mais horrible. I mean, there you go. You know, I know him from Superman, the original. What the original. Superman. He was the evil. He was one of the evil 3 that came to Earth and started destroying the place. Right, that's him. Then him right under him, excellent actor. I'm watching a show with him right now, and I don't even know his name. That's me. That's me. My wife is good. She knows names. She's like, oh, that's him, that's her, that's it. Yeah, I don't know a single person's name in this whole list. Yeah, that's me. I'm terrible, I know. Lui, sans avoir son prénom. De Funès, eh ben c'était un ah ouais lui. Mais ça va pas l'arrêter. Et tout ça, ça forme petit à petit un chemin. Un chemin qui va l'amener vers son premier grand bond en avant. À son premier vrai rôle qui prend de la place. Et en 1954, 8 ans après avoir commencé sa carrière, on va le retrouver dans Ah, les belles bacchantes de Jean Loubignac. Il joue un commissaire de la police des mœurs qui va aller enquêter sur un spectacle. Et à partir de ce rôle, tout va changer. Les rôles sans nom, purement fonctionnels, même pas crédités au générique, c'est derrière lui. Dans ce film-là, il vient de montrer au réalisateur qu'il pouvait être un personnage important. Un nom qui prend de la place sur l'affiche et à l'écran. Et d'ailleurs, ça va se refléter dans les chiffres parce que ce film va faire plus de 2 millions d'entrées. C'est un très bon score. Alors pendant 2 ans, Louis va enchaîner les films crédités au générique avec un nom sur le scénario. Youpi. Pour lui, la petite installation à côté du téléphone pour ne rater aucun appel, c'est fini. Parce que oui, il faisait ça. Il avait tellement peur de rater l'appel d'un producteur ou d'un réal pour un projet que c'était devenu une obsession pour lui et qu'il passait ses journées à côté du téléphone. Donc à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'était des téléphones fixes. Donc en gros, il passait ses journées chez lui. Et il était tellement obsédé par le fait de vouloir jouer dans des films qu'il y a une anecdote assez connue qui traîne sur internet. Pendant cette période où il sent qu'il est un peu en train de monter, que la porte est en train de s'entrouvrir dans le milieu du cinéma, il se serait rendu tous les soirs avec sa femme devant le restaurant luxueux Le Fouquet's sur les Champs-Élysées à Paris, dans l'espoir de croiser un réalisateur ou un producteur et de lui donner son CV. Est-ce que vous imaginez le niveau d'engagement du gars? On disait souvent à l'époque il faut aller toquer aux portes. Lui, il a toqué à beaucoup de portes. Mais tout ça va finir par payer. Oh, oui, je crois, oui, ça finit par payer, oui. I would say yes, I agree. Oui. Et croyez-moi, cette phrase-là, vous allez l'entendre souvent dans la vidéo. Il va finir par obtenir un de ses rôles les plus connus encore aujourd'hui, en 1956, aux côtés des plus grands, notamment Jean Gabin et Bourvil, La traversée de Paris. On est dans un Paris sous occupation pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on découvre avec son réseau de contrebande. Bourvil joue le rôle d'un ancien chauffeur de taxi qui, après avoir transporté des gens, décide de transporter des valises de cochons. Avec Jean Gabin, son complice, ils rejoignent Jambier, le type joué par Louis de Funès, qui fournit la viande. Le rôle de Gabin, c'est un mauvais gars qui en profite pour laisser croire qu'il serait prêt à vendre Jambier en répétant son nom dans cette réplique culte. La traversée de Paris, pour beaucoup, c'est cette réplique culte et la réaction de Louis de Funès. 6 minutes à l'écran du haut de ses 42 ans et on ne retient que sa performance. Ça y est, nous y sommes. De Funès vient d'être réellement remarqué. Par les spectateurs déjà, avec presque 5 millions d'entrées, mais surtout par un réalisateur qui à ce moment-là n'a qu'un seul film derrière lui, Maurice Régamey. Et pour son deuxième film, il veut absolument ce bonhomme qu'il a vu s'énerver dans la cave avec Gabin et Bourvil. I tell you, you don't need to listen to him. I said it many times. You could put your computer, your phone on mute and just watch him and you will laugh. That's how much of an amazing actor he is. Pas de son, et tu vas rire quand même.
Mais il le veut pas en second rôle. Tu vas rire quand même. Non, lui, il le veut au premier plan. In the Ce sera lead, donc- his first lead. Donc pour Comme un cheveu sur la soupe en 1957 que Louis de Funès obtiendra enfin son premier rôle. C'est l'histoire d'un pianiste. Un pianiste jamais reconnu pour son art malgré ses efforts. Tu m'étonnes que ça lui a parlé ce rôle. Un personnage taillé pour de Funès. Et Ouais. le réalisateur savait pour ses compétences au piano. Et surtout, il le veut pour ce que pas mal de monde dans le milieu commence à comprendre, Louis de Funès est prêt à tout donner. Une conscience du travail bien fait qu'il confirme avec un petit bond en avant dans une interview pour la télévision canadienne en 1973. D'ailleurs, on va souvent revenir sur cette interview. Il se confie rarement et dans celle-ci, il va savoir pourquoi. Il a parlé à cœur ouvert, donc ça a été une grande source de renseignement pour nous quand on a bossé sur cette vidéo. Mais revenons-en au film. Non seulement c'est une réussite publique, mais c'est aussi une réussite critique. Parce que le film va obtenir le prix du record du monde de rire. J'ai pas plus d'infos sur cette anecdote, mais c'est là. Donc ouais, ça se passe pas trop mal. Et quand je dis ça se passe pas trop mal, j'exagère pas, parce que dans les 3 films suivants en 1958, il obtient 2 premiers rôles, à savoir Ni vu ni connu, et Taxi, Roulotte et Corrida. Pour le premier, tout le monde reconnaît que De Funès est excellent, voire bien meilleur que le film en lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce détail qui commence à prendre de l'importance. Et si cet acteur, qui sort de nulle part, était capable à lui seul de porter un film. Alors c'est reparti, dans Taxi, Roulotte et Corrida d'André Hunebelle, premier rôle, et surtout une deuxième rencontre avec ce réalisateur qui aura par la suite une grande importance dans la carrière de Louis. Le film, encore une fois, sera applaudi pour la prestation de son acteur principal. Bon, l'important ici, c'est de comprendre qu'il y a une continuité qui est en train de s'installer dans sa carrière. Une continuité de premiers rôles qui vont finir par devenir une grosse pression pour De Funès par la suite. Attendez, quoi, après avoir autant ramé, la réussite va devenir un problème ? Eh bah oui. Vous allez voir. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il alterne Ouais. encore entre quelques premiers rôles et beaucoup de seconds rôles. Et à vrai dire, il a du boulot, donc financièrement, ça va beaucoup mieux. On peut pas vraiment parler d'un passage à vide. Alors je sais, jusqu'ici, la vidéo est assez longue. Faut que la machine se mette en route, parce que comprenez bien, pour comprendre comment on devient le français le plus drôle de tous les temps, il faut prendre son temps. Car Louis de Funès ne s'est pas fait en un jour. Voilà, la partie où on parle de Louis de Funès qui galère maintenant, c'est terminé. Parce que maintenant, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus colossal. On va rentrer dans ce que personne n'a réussi à faire avant ou après lui. Et ça me parle beaucoup. Réaliser l'impossible, ou du moins tenter de le faire. J'ai toujours pour but de faire de cette chaîne la meilleure chaîne cinéma de France et de vous divertir le plus possible avec mes vidéos. Et vous me donnez déjà énormément de force. Merci pour tout. Mais c'est que le début. Ça fait même pas 1 an que je fais des vidéos. Donc si t'aimes mon travail et que t'as envie que je continue, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit, ça te prend même pas 2 secondes et c'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Pense aussi à me suivre sur Instagram et sur Letterboxd pour savoir tous les films que je regarde et qu'est-ce que j'en ai pensé. D'ailleurs, j'ai aussi créé un canal Discord que je t'ai mis en description où on parle de cinéma avec plein de passionnés, on se conseille des films, on parle de plein de trucs, c'est trop cool. Rejoins-nous dessus, tu vas kiffer. Et d'ailleurs, vu qu'on aime tous Louis de Funès, je suis curieux de savoir quel est votre film préféré avec De Funès en commentaire. Et je parie qu'il va y en avoir pas mal dont on va parler maintenant. Bon, on approche du but, parce que maintenant, on va rentrer dans la légende. Tout le début de cette vidéo, c'était simplement un gros contexte. Maintenant, on va rentrer dans une partie de sa vie où la majorité des films qu'il va faire vont devenir des classiques de chez classiques. À part quelques exceptions, je vous parle de films qu'on regarde encore en boucle aujourd'hui, notamment des films qui diffusent tous les étés à la télévision depuis 70 ans. Et on va rentrer fort, très fort, dans cette nouvelle période. Avec Pouic Pouic, sorti en 1963, réalisé par Jean Giraud. Louis de Funès y joue un père de famille qui a du mal à gérer son entreprise et sa famille. Mais au milieu de tout ça, on commence à voir quelque chose d'un peu plus précis dans son jeu, dans ses personnages qui semblent en retard avec le reste. Bon, par contre, ce sont seulement les personnages qu'il joue qui sont à la traîne. On s'ennuie pas, parce que l'acteur, lui, il a toujours de l'avance sur nous, le spectateur. On regarde pas un film avec lui, on court pendant 1h30 derrière lui. Et si aujourd'hui on peut avoir ce regard-là sur sa filmographie, c'est en grande partie grâce à un réalisateur dont je viens de vous parler, Jean Giraud. Pour ceux qui ne connaissent pas son nom, croyez-moi, vous le connaissez quand même. Jean Giraud, il va offrir l'intégralité de la série de films Les Gendarmes avec 6 films qui vont d'ailleurs nous donner pas mal d'anecdotes à raconter quand on y sera. Parce que oui, un tel succès, ça va forcément amener son lot de drama. Ah, et c'est aussi entre autres le réalisateur de La Soupe aux choux, un petit film, pas très connu. Enfin bref, le cinéma des années 60 UFO. va complètement changer grâce à Pouic Pouic. Et le pays entier vient de voir ce film. Là où par exemple Bourvil brille par sa maîtrise de la lenteur, Louis de Funès, il est frénétique. On parle là de 2 maîtres du rythme comique, mais chacun à sa manière. Et c'est pour ça que leur duo fonctionne aussi bien. Mais on va devoir attendre encore 2 ans avant de se rendre compte. La même année, pendant 4 mois, au cours de l'été 64, Louis va tourner coup sur coup 3 films. 3 films qui vont définitivement imposer l'acteur dans les foyers français, mais aussi dans la culture. Je vous parle du Gendarme de Saint-Tropez, de nouveau avec Jean Giraud, de Fantomas d'André Hunebelle et Le Cornio de Gérard Houry. Le Gendarme Cruchot. Gendarme. Mhm. Sévère et rattaché aux règles qui débarque avec sa fille à Saint-Tropez où l'ambiance vacances et détente
a déteint sur les gendarmes. Et là, il explose littéralement l'écran. Son jeu est plus que juste. Pour moi, le gendarme, c'est un parfait exemple. Garde à vous. Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre. On se prend pour des guerrieros. Rajustez-vous, vous allez voir ça. D'un côté, il est obligé de se plier à son supérieur, mais de l'autre, il se montre très dur avec sa brigade. Il joue le jeu du double visage. Et ça montre l'ampleur de ses capacités comiques. Ou peut-être une facette de sa personnalité qui se retrouve dans le personnage. Je vous avais dit que des dramas allaient arriver, soyez patients. Il n'y en a plus pour longtemps. Et encore une fois, le gendarme, ça paye. C'est le film le plus vu de l'année. Voilà. The gendarme, you guys keep telling me I need to watch it. I know. The problem is that all of his work is copyrighted, as you guys know by now. Louis va toucher 1,3 million de francs, ça fait à peu près 200 000 euros si on fait la conversion. À l'époque, c'était énorme. Et Ouais. Aujourd'hui, c'est rien. Mais in these days, oh oui. That's like probably 2 million. il n'y a pas que les spectateurs que Louis de Funès vient de séduire, mais aussi les producteurs. Et cette fois, ils acceptent réellement ce qui les intéresse. Pas le fait que Louis de Funès est un grand comique en devenir, C'est juste ses visages. Ça, c'est incroyable. He doesn't have to say a word, I'm telling you. mais qu'il est rentable. Et d'ailleurs, ça, l'acteur s'en plaindra plus tard. Et malheureusement, les producteurs n'ont pas fini de gagner de l'argent grâce à lui. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que Le Gendarme à Saint-Tropez c'était le film le plus vu de l'année 1964 ? Et bah imaginez maintenant ça, mais sur 2 années de suite. Le Cornio totalisera 11,7 millions d'entrées. Et oui, c'est le film le plus vu de l'année 1965. Et pourtant cette année, il est face à un concurrent de taille, Goldfinger, le film James Bond. Celui qui va donner le ton de toute la saga pendant des décennies avec sa bande-son, les James Bond Girls, les gadgets et les méchants charismatiques. Et Goldfinger n'est que 2e en France. Pourquoi ? Eh bah parce qu'en 1965, la France a décidé d'aller voir leur héros à eux. Pas celui qui les faisait rêver, mais celui qui les faisait rire. Celui qui représentait une France râleuse et populaire. Et cette explosion va aussi s'expliquer par sa rencontre avec Bourvil. Les deux sont au sommet du cinéma. Et il n'y a pas de recette miracle pour atteindre ce niveau. J'aurais bien aimé vous fournir les ingrédients, les temps de cuisson, la température, mais en vérité ça se résume en un seul mot. Le travail. Répéter, s'acharner, recommencer. Et ce I saw this scene. qu'on voit dans les films, c'est le résultat de l'effort. À peine le personnage de Bourvil démarre sa 2 chevaux qu'il la perd dans un accident. This scene was great. La 2 chevaux est cassée, pas grave, De Funès en a une autre à proposer à Bourvil. Une magnifique Cadillac, remplie de drogue, d'or, de bijoux et surtout du plus gros diamant du monde. Mais petit retour en arrière. Avant le Cornio, en 64, il y a un autre film hyper important dans la carrière de Louis qui sort en salle. Fantomas. Le film est centré autour d'un criminel, un homme capable de changer d'apparence comme il le veut grâce à des masques hyper réalistes. Et c'est un film où s'engage beaucoup Louis de Funès physiquement. C'est simple, il veut faire toutes ces cascades. Et parmi ces cascades, il y en a une qui consistait à se suspendre à une grue, et ça pendant plusieurs heures, afin d'avoir le mouvement le plus naturel à l'écran. Résultat, nerfs et muscles étirés, ce qui a conduit à une paralysie de plusieurs mois pour Louis. Mais Vraiment. Wow. grâce à cet engagement, il devient beaucoup plus intéressant que le héros traditionnel. Le comique, le personnage imparfait, colérique, plusieurs fois à côté de ses pompes, devient la figure qu'on préfère en France. Je suppose que ça parle un peu plus. That's good. Did all of Les his critiques- stunts, just like Jackie Khan or Sean or whatever his name, Jackie Khan. He did all of his stunts too. De cinéma n'aime pas Louis de Funès. Au moment de sa montée, il y a 2 camps qui Who gives a shit? Seriously, the film critics are the worst. Every time even today on Netflix, I see a film, it says audience. What does the audience think? 92% loved the film. And then it says film critics, 42% loved it. Like, obviously, film critics don't know shit. affrontent. D'un côté, une critique élitiste, amoureuse de ce qu'on appelle le cinéma de la nouvelle vague. Ils défendent le cinéma d'auteur, introspectif, et ils rejettent le cinéma comique qu'ils trouvent facile et sans aucune ambition artistique. Les grands réalisateurs sont pour eux Godard, Truffaut ou encore Chabrol. Et devinez pour quel type de réalisateur cette critique montre la plupart du temps son mépris. L'autre camp, les réals comiques, Gérard Houry, André Hunebelle, Jean Giraud et compagnie. Ouais, c'est sûr que ça a pas dû aider à faire aimer Louis de Funès. Alors le choix du film qui fait en 1970 va pas mal surprendre. J'ai absolument hâte de vous en parler. Mais Louis, lui, comment il va à ce moment-là? Hors du personnage, pas devant une caméra, qu'est-ce qu'il est? Bon déjà, il est bien entouré. Et pour comprendre ça, on repart 20 ans en arrière.
Dans les années 40, Louis de Funès est toujours pianiste dans les bars de la capitale, et c'est pendant une de ces soirées qu'il va rencontrer celle qui deviendra la femme de sa vie. Et cette madame n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Jeanne Barthélemy de Maupassant. Alors non, rien à voir avec le célèbre écrivain, mais il s'agit quand même d'une grande bourgeoise, alors que Louis, lui, c'est pas du tout un bourgeois. Et pendant tous les moments de galère qu'on a abordés au début, elle était là, à ses côtés. Louis de Funès n'a jamais cessé de dire à quel point elle avait été importante et décisive dans sa carrière à chacune de ses interviews. Et d'ailleurs dans le couple c'est assez marrant, mais c'est elle qui décide de quel rôle il va faire ou non. There you go. There you go. Very normal these days. The woman just, I don't know, she knows. She knows. Ah, le dernier mot quoi. Ensemble, ils finiront par acheter le château de Clermont en Nouvelle-Aquitaine pour s'y réfugier loin de Paris. Un lieu de repos où de Funès aimait arroser ses légumes et être avec sa femme et ses enfants. Et d'ailleurs, ce seul achat lui aura coûté dans les 800 000 francs à l'époque. Ça donne à peu près 186 000 euros actuels. On en déduit donc qu'à cette époque, il avait sans doute plusieurs millions de francs sur son compte bancaire. Le temps des petits boulots est bien loin derrière. Et pourtant, la majorité de cet argent va rester sur son compte jusqu'à sa mort. Jamais le succès n'aura été une raison pour Louis de flamber. Il s'est jamais battu pour être riche, il en avait rien à faire de l'argent, simplement être tranquille et en sécurité, ça lui suffisait. Beautiful person. Beautiful person. Bon, à ce moment-là, il a enfin la reconnaissance et le contrôle sur ce qu'il veut et ce qu'il peut faire. Mais c'est aussi ça qui va commencer à faire grandir une grande angoisse en lui, qui était déjà là depuis le début. Louis est convaincu qu'il peut tout perdre du jour au lendemain. Et ce, malgré tout ce qui va suivre. Parce que oui, on a encore à parler de tellement de réussites au cinéma, dont on parle encore des dizaines et des dizaines d'années après. Et à cause de cette inquiétude, il va donc décider de devenir hyper exigeant sur les plateaux de tournage. Et c'est de là d'où vient sa réputation de tyran. Oui, on a tous déjà entendu, quand on parlait de Funès, quelqu'un nous dire « Ah, mais apparemment, dans la vraie vie, c'était un peu un connard. » Eh bah non. En réalité, c'était pas un connard, c'était juste un homme qui avait peur. Un homme qui n'a connu que ça, l'exigence. Et And became a perfectionist. il est tellement exigeant qu'au bout d'un moment, certains metteurs en scène veulent même plus bosser avec lui en fait. Mais bon, c'est peut-être sa peur du hasard qui aura donné cette réussite et cette longévité. Alors ça veut pas dire que l'année 65 n'est pas immense, parce qu'après le Cornio, on aura le droit à la suite de la série des gendarmes qui cette fois-ci s'envole à New York, et dont le nom est Les Gendarmes à New York. Ouais, bon c'est logique en vrai. Et encore un film qui dépasse les 5 millions d'entrées en toute détente. Et ça a rien de normal pour un film français à l'époque, hein. Faut s'en rendre compte. Le public visé est dépassé. Ce film est un phénomène national. Bon, vu que toutes les suites fonctionnent bien pour lui, pourquoi pas en faire une autre à un autre film à succès. Toujours sur la direction d'André Hunebelle, Fantomas se déchaîne sort, et cette fois c'est encore une réussite. Il est trop fort. L'année d'après, à 52 ans, il y a un film hyper important qui va sortir. Mais pas important comme les autres, parce que cette fois-ci, il est co-scénariste. Ce film, c'est Le Grand Restaurant. Oh, Louis wow. Of course. va tailler You guys always talk about this one too. And we've definitely done some small sketches of this as well. un personnage sur mesure et il va enfin avoir réellement la main sur le rythme du film et sur les dialogues. Alors cette liberté-là, c'est une bonne chose. Mais mettre de soi dans une œuvre, c'est aussi le risque de ne plus avoir de bouclier en cas d'échec. Et au moment où il se retrouve à l'écriture, le biais d'un super bon acteur dans une œuvre mal écrite, ça marche plus. Mais le film sera encore une fois une réussite. Et oui, vous le savez. Bon, vu que les critiques l'aimaient pas, son écriture See, who gives a shit? Who cares what the critics think? Really, who cares? sera quand même vachement critiquée, parce que pour eux, oui on rigole, mais le scénario est pourri. Et en vrai, si le film fonctionne aussi bien, c'est peut-être justement parce qu'à l'époque et encore aujourd'hui, quand on regarde un film avec Louis de Funès, on le regarde pas pour le scénario, mais pour Louis de This part here. Funès. D'ailleurs, on dit je regarde un De Funès, comme un genre. On dit pas je regarde une comédie avec Louis de Funès. Non, je regarde un De Funès. Et ça, c'est une formulation de phrase qui met déjà complètement à l'écart les réalisateurs. C'est assez fou, non? Mais bon, vous commencez à connaître What do you think about that, critics? le bonhomme. Bon, j'espère parce que sinon ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Il est angoissé, il a plus du tout la notion des chiffres. Et là, ça fait 4 films d'affilée qui ne dépassent pas les 5 millions d'entrées. Aïe 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 aïe. Alors la même année, un petit trio se retrousse les manches avec beaucoup d'ambition. Celle de réussir à faire mieux. Il sera leur plus grand succès. Le plus grand succès de Louis de Funès. Le plus grand succès en France pendant 30 ans, toutes nationalités confondues. Le plus grand succès d'un film français pendant 40 ans. C'est le retour du duo Bourvil de Funès avec Gérard Houry aux commandes. Il est temps de parler de La Grande Vadrouille. Oh my God, oui, bien sûr. You guys have definitely shown me plenty of sketches from
from this as well. L'énorme succès du Cornio avait donné pas mal de motivation aux producteurs pour renouveler la formule. D'abord proposé comme une suite, Gérard Houry va s'y opposer fermement, mais persiste quand même l'idée de rassembler de nouveau les deux acteurs. Louis de Funès sera un chef d'orchestre et Bourvil un peintre en bâtiment. Les deux se retrouveront avec un Anglais chacun sur les bras et les aideront à rejoindre la zone libre, hors occupation. Et ce sera un immense succès. Déjà parce que le duo marche encore extrêmement bien, les deux reprennent leur danse sans jamais faire de faux pas, et ça c'est un exploit qui se ressent. On est face à deux acteurs qui ont reçu un don. Parce que pour De Funès... Parce que c'est un don, le comique est un don. Alors on l'a à petite échelle, on l'a à petit A, petit B, on peut l'avoir à 100%, je ne sais pas. Combien je l'ai, je ne sais pas. Mais c'est un don. Vous avez toujours voulu être drôle? Oui, toujours. Toujours. Soit on l'a en soi, soit on ne l'a pas. And you succeeded, Louis. You succeeded. T'es toujours drôle. Toujours. Il dit jamais ça comme un signe d'ego surdimensionné, non, pas du tout. Il est pas fier d'être drôle, il est fier de faire rire sur tous les sujets, même sur la Seconde Guerre mondiale, qui d'ailleurs n'est pas si loin que ça. Et je pense que c'est aussi une raison du succès colossal de ce film, parce que c'est la première fois qu'on osait en rire dans une comédie populaire. Pas un petit rire intellectuel, mais un rire la bouche grande ouverte qui vient d'un cœur qui ne pensait peut-être plus raisonner autrement avec ces événements. Pour moi, c'est à cause de tout ça que le film a cumulé 17,3 millions d'entrées lors de sa première exploitation, et qui tiendra d'ailleurs toute concurrence loin derrière, avant que Titanic arrive en 97, pour casser notre délire. Mais dans le box-office français, il Ah, this show was fantastic. You guys don't know it yet, but I watched the whole thing. And of course, there's nothing but copyright problems. restera encore roi pendant 10 ans, avant Bienvenue chez les Ch'tis. Mais la carrière de Louis n'est pas terminée, à ce moment-là, il a encore sa place sur le trône, et il est pas prêt d'en découdre. La même année, il va amener le théâtre au cinéma avec Oscar d'Édouard Molinaro. Et le film est encore considéré aujourd'hui comme l'apogée de l'art de Louis de Funès. Le rythme n'est plus seulement maîtrisé, il est au service de l'acteur. Et d'ailleurs, il y a un truc assez marrant, c'est qu'Alexandre Astier est un des plus grands fans recensés de Louis de Funès. Et Alexandre Astier parle très souvent de ce film. Alexandre Astier... I've seen him with Squeezie avec you know, can you what's that show that Squeezie does? Est-ce que tu les rencontres? Non, pas rencontre. Who's the real one? I just can't think of the name. But yeah, he's a really good guy. He seems like he has an excellent personality. Dira en parlant de ce film que c'est à ce moment-là qu'il a compris que Louis était un virtuose de la technique et pas un personnage qui gesticule dans tous les sens. Oscar est un film extrêmement virtuose de Funès. Il a la place de jouer là-dedans, donc il y a des choses à dire techniquement. Louis joue donc un chef d'entreprise immobilière dont l'un des employés lui annonce qu'il veut épouser sa fille, qui d'ailleurs est enceinte, et qu'en plus cet employé le fait chanter. Et il vit tout ça en une seule journée. Renversant, tout comme les chiffres. Le box-office retrouvera le droit chemin avec un petit peu plus de 5 millions d'entrées, puisque le film en fera 6. Le succès sera tel que 4 ans plus tard, en 71, on va lui proposer de jouer ce film au théâtre, et il va le faire avec plus de 200 dates pleines à craquer. Et c'est assez logique d'ailleurs, c'est un peu comme si Interstellar jouait au cinéma 2 ans après sa sortie, bah tout le monde irait le voir. Moi le premier. Faudrait imaginer Interstellar au théâtre, je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez cool d'ailleurs, je sais pas comment, mais je vais y penser. Mais cette décision d'aller jouer au théâtre sera peut-être la décision qui causera sa perte. Ouais, je sais, ça fait hyper drama et exagéré dit comme ça, mais en vérité, c'est un peu la réalité. Mais pour l'instant, la même année, il va retrouver Jean Giraud pour une nouvelle édition du Gendarme qui est un succès assuré. Et cette fois-ci, le gendarme va se marier. Mais le contexte est particulier. Le tournage doit commencer en mai 68. Dans l'atmosphère empuantie par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé. Comme vous le savez sans doute, une bonne partie du pays rejoint une grève généralisée et le milieu du cinéma n'y échappe pas. Absolument tout le monde se met en grève, mais Louis de Funès va tout de même préférer continuer de se rendre chaque jour au maquillage pour montrer son opposition. Et il va même menacer les techniciens en disant qu'il ne reprendra pas les grévistes sur ses prochains films. Et il le fera vraiment. Pour ce qui est de l'accueil, le film marchera encore une fois très bien. Mais bon, assez de drama, il nous reste encore quelques films à aborder. En 70, avec une comédie musicale, L'Homme Orchestre, réalisé par Serge Corbert. C'est un jeune réalisateur de 30 ans, ami avec ceux de la Nouvelle Vague. Et une fois sorti, le film ne rassure pas Louis de Funès. Sa tentative de proposer une chose différente au spectateur, par peur qu'il soit lassé, surprend. Ça renforce cette idée de l'acteur qui s'éloigne de ce que la France aimait chez lui, surtout en tournant avec un proche de la Nouvelle Vague. Alors quand la nouveauté ne rassure pas, on retourne vers le conservatisme parce que ça
c'est rassurant. La même année sortira Le Gendarme en balade, et c'est bon, plus de 4 millions d'entrées, on a compris. Alors que Le Retour au gendarme vient de lui montrer que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, eh ben il va tenter une nouvelle fois de se réinventer. Il a besoin d'aller chercher autre chose. Et c'est autre chose, c'est un film qui s'appelle Sur un arbre perché. Et on parle ici du plus gros échec commercial que subira Louis de Funès depuis son ascension. Voilà, non mais autant briser le suspense tout de suite. C'était un flop énorme. Et là, Louis, il est un peu perdu. Il est perdu entre la certitude de ce qui marche, mais pour encore combien de temps, et de l'autre, l'échec à se réinventer. Et pourtant, il n'abandonne pas. Et oui, il va encore essayer de faire un petit projet autour du théâtre. That's a weird sentence to comprehend. Louis Funès, il a fait quelque chose et c'était un énorme flop. That is hard to register. You know what I mean? Et Ruy Blas de Victor Hugo en sera le point de départ. Dans La Folie des grandeurs, This is great. This part was great. It was great. l'histoire est centrée sur Don Salluste, un homme d'État. Mais avec ici un élément qui est primordial dans le jeu de Louis de Funès. Ces personnages n'arrivent jamais à faire le mal véritablement malgré leurs tentatives. Et c'est ça qui le rend sympathique. On peut rire de ses vices parce qu'on sait qu'elles seront sans conséquence. Et enfin, un film différent va lui permettre de passer de nouveau la barre des 5 millions. Le succès populaire est de retour, mais qu'en est-il des critiques? Et pour la première fois, Who cares? depuis le début de sa carrière, rien n'est vraiment très violent. La claque visuelle et stylistique est saluée, mais aussi accusée de gâcher un peu la performance comique d'improvisation de Louis de Funès. En gros, soit on aime à fond, soit on trouve l'acteur un peu moins drôle que d'habitude. C'est une position un petit peu délicate pour un acteur. Niveau critique, on a clairement vu plus violent depuis le début, et on verra encore plus violent par la suite. Donc enfin, il aurait le public avec lui, et la critique pas vraiment contre lui. Bah, son image est parfaite, ça y est. Et c'est donc pour ça qu'en 1973, il décide d'interpréter un raciste, misogyne et xénophobe qui décide de se déguiser en rabbin pour se rendre au mariage de sa fille. Ah, je rigole. Bon, pour un peu de contexte, ça fait déjà un moment que les guerres et tensions entre Israël et les pays arabes du Moyen-Orient sont présentes. Et pour ne rien arranger, l'année précédente, lors des Jeux Olympiques de Munich en 72, 11 athlètes israéliens seront pris en otage par des terroristes palestiniens avant d'être assassinés. Mais bon, malgré le contexte, ils vont quand même décider de le faire, leur film. Sans savoir le drama que ça allait causer, ou peut-être en espérant que ça n'arrive pas. Parce que ce film tient à cœur à Gérard Houry, son réalisateur. Il est issu d'une famille juive assimilée. En gros, une famille qui a abandonné une partie ou l'intégralité de ses origines pour mieux s'intégrer dans un autre pays. Et ça, c'est ce qui va le motiver à réaliser Les Aventures de Rabbi Jacob. Sa démarche, c'est la paix et la tolérance. The dance was great. And when you guys told me he learned every single step and did the full dance himself, that he wanted to absolutely learn it and do it again. That's who he is. That's his character. Une comédie qui veut montrer une amitié possible entre les pays arabes du Moyen-Orient et les Juifs. Tout ça avec au milieu Louis de Funès en antisémite. Ouais, c'était osé. Mais au final, est-ce que c'était pas une idée de génie? Ça marche parce que si le personnage que joue De Funès découvre tout de cette culture et apprend à abandonner ses préjugés, c'est que l'acteur a dû aussi le faire. Il avouera avant la sortie du film, ce film m'a fait beaucoup de bien car j'avais de bonnes petites idées antisémites, mais il doit m'en rester encore d'ailleurs. Mais comme je le dis à Gérard Houry, ce film m'a décrassé l'âme. L'acteur s'investit à fond dans le rôle, notamment pour la célèbre scène de la danse traditionnelle en cercle. Et pour cette scène, il a passé un bon moment à s'entraîner. You guys told me that already. Pendant un mois. Tous les matins, de 9h à 11h. Et quand on voit le résultat final, on ne peut que saluer l'engagement de l'acteur. Et on est d'accord que ça, c'est une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma français. Le tournage est terminé, la post-production est achevée, il y a des tonnes d'affiches avec De Funès en rabbin qui sont collées dans toute la France, et on approche du jour de la sortie, qui est prévu depuis déjà 18 mois. Wow. Mais rien ne va se passer comme prévu. Quoi? Ah, ouais. Seulement 12 jours avant la sortie du film, Israël est attaqué par surprise par une alliance dirigée par l'Égypte et la Syrie. Cet événement déclenche la guerre du Kippour, en référence au Yom Kippour, le jour de jeûne le plus important de l'année pour les Juifs. Et c'est pendant ce jour que la coalition va en profiter pour mener cette offensive. Côté Rabbi Jacob, tout le monde panique. Mais les contraintes financières sont trop grandes, la sortie est trop proche, et tout sera maintenu quand même. La première en public est malgré tout un succès. Mais malheureusement, le jour de sa sortie, il y a un événement qui va venir troubler sa réussite. La femme du mec qui s'occupe de la promotion du film tentera de détourner un Boeing 727 assurant le vol entre Paris et Nice, armée d'une carabine. Elle a pour but d'annuler la sortie du film et menace l'entièreté des passagers parce qu'elle pense que le film est anti-palestinien. Elle sera finalement abattue par le GIGN. Gérard Houry se baladera par
lot of radical nut jobs out there, man. Beaucoup. La suite armée et fera surveiller Louis de Funès par la police sans qu'il le sache. Et rien de plus. Ça redonne alors la place aux critiques et c'est la meilleure que Louis de Funès et Gérard Houry ne recevront jamais de leur carrière. Même la critique la plus élitiste verra en ce film un message d'espoir et de paix. Du côté du public, le sujet ne rebute pas. Bien au contraire. Rabbi Jacob, c'est plus de 7 millions d'entrées. Louis de Funès n'a jamais été aussi grand et il va profiter de ce moment, vu que pour la première fois dans sa carrière, il n'a plus rien à prouver et a ses deux branches This scene was great too. se rattraper. Il va alors retourner au théâtre, dans la pièce La valse des toréadors de Jean Anouilh. Louis s'engage pour 200 représentations qu'il ne finira pas. À l'âge de 59 ans, il a encore une énergie absolument folle en lui qu'il donne à chaque représentation. Qu'il donne peut-être un peu trop. Sa pression artérielle et l'apparition d'un bleu sur son bras lui donneront la sagesse de s'arrêter. Mais quand il y a des signes, c'est parfois déjà trop tard. Le 21 mars 1975, Louis de Funès fait un infarctus. Ouais. Les médecins le sauvent de justesse, mais 9 jours plus tard, il refait un infarctus. La décision des médecins est tranchante. Sa carrière, c'est fini, parce qu'elle est en train de le tuer. Alors après 2 mois à l'hôpital, il part se reposer dans son château. Il souffle enfin. Les succès ont été trop grands. Lui et sa femme ont trop bien géré sa carrière pour que maintenant, il risque de tout perdre. Il se sent enfin à l'abri. Mais il y a un événement qui va peut-être faire un peu réfléchir le comique à la retraite. Dès l'année suivante, ses médecins lui disent qu'il pourrait peut-être recommencer à jouer. Oh boy. Si et seulement si il accepte de ne pas tourner plus de 3 heures de suite et de ne faire que quelques prises par scène alors qu'avant il en faisait une bonne trentaine. Il dit oui à tout, contre toute attente, le repos a assez duré et finalement, bah oui attendez il a que 59 ans et je vous rappelle qu'il a dû attendre 40 ans avant de percer donc évidemment qu'il va y retourner. Il va signer son grand retour dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi dans le rôle d'un Oh my god, avec Kalouche? directeur d'un guide gastronomique. Et là, il est plus dans la démonstration, mais dans une retenue comique qui marche aussi bien. Il est en train de prouver ses dires. Le comique, on l'a en soi. C'est un don, peu importe la forme qu'il prend. Et même amoindri physiquement, bah Louis de Funès prend quand même beaucoup de place. Ah bah tu vas déjà mieux. Et bah ouais, c'est comme ça. Il est trop fort, encore une fois. Et le film sera comme beaucoup d'autres, un classique. Enfin, je veux dire, un classique de plus. Malgré ça, en 79, Louis, il est un peu nostalgique. Et il aimerait bien reprendre l'uniforme de gendarme 7 ans plus tard. Et après avoir vu Rencontre du troisième type de Steven Spielberg l'année d'avant, il se dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire les gendarmes et les extraterrestres. Le film est détesté par la critique. Personne ne veut de cette américanisation dans la comédie française. Alors le réalisateur s'inquiète de voir la réception du public. Mais Well, let's see what the public thinks. il sera assez vite rassuré. Parce que visiblement, quand Louis de Funès est dans un film, tout se passe bien. Bon, de Funès va décider de se lancer dans l'adaptation et la réalisation de L'Avare de Molière en tant que co-scénariste et réalisateur avec son poteau Jean Giraud. La réception populaire sera décevante, mais pas la réception critique. Et pour une des premières fois, Louis sera très satisfait parce que la critique va l'encenser. En fait, si vous voulez, il avait peur qu'on l'accuse d'être illégitime ou de manquer de culture pour pouvoir jouer un Molière au cinéma. Je peux He could play anything. vous dire que c'est très marrant de savoir ça, parce qu'ayant fait des études de théâtre, et c'est un des premiers trucs qu'on te dit de regarder quand tu débutes. C'est devenu une référence. L'Avare avec de Funès. Il a réalisé un de ses rêves, jouer Molière au cinéma. Oh, j'ai presque fait une bêtise. Et maintenant, il peut aller se concentrer sur un film un peu plus discret. Et non, je rigole, pas du tout, ce film est pas du tout discret parce que je vais te parler d'un film qui est le film préféré d'environ 1 personne sur 10 en France. La soupe aux choux sort l'année suivante et c'est encore une fois réalisé par Jean Giraud. Les deux ils sont vraiment très très potes quand même, c'est un peu genre Tim Burton et Johnny Depp du cinéma français quoi. D'ailleurs je suis curieux de savoir lequel des deux duos entre Tim Burton et Johnny Depp et De Funès et Jean Giraud a réalisé le plus d'entrées au cinéma. C'est une vraie question ça. C'est le retour des extraterrestres dans la carrière de Funès et c'est pas qu'une métaphore parce que cette fois-ci il voit débarquer un excellent acteur, Jacques Villeray, dans son costume jaune et rouge. Cet extraterrestre a été appelé par les bruits de paix organisés par un concours entre les deux amis. Oui bon je sais ça reste un film culte mais c'est pas moi qui écris les scénarios. C'est un film culte, c'est vraiment le contre-Uno le plus simple de l'histoire là pour le coup. Dans ce film on découvre Louis de Funès vieilli, encore plus amaigri et calme, avec dans le regard une tendresse et une lueur qu'on n'avait encore jamais vraiment vues. Et ce nouveau visage affaibli, les spectateurs ne sont pas les seuls à le voir. Le réalisateur Jean Giraud, qui l'accompagnera sur ses 4 derniers films, a peur pour la santé
et la vie de son vieil ami. C'est pourquoi dès l'année suivante, il veut faire un dernier film avec lui. En 82, il enfilera une dernière fois l'uniforme de gendarme pour Le Gendarme et les Gendarmettes. Le tournage est particulier dès le début. De Funès semble encore moins capable physiquement. Tout est rallongé pour lui permettre de se reposer. Mais pourtant, l'ombre au tableau vient d'ailleurs. Jean Giraud doit quitter le tournage à cause de la tuberculose. Et oui, il verra jamais le résultat du film. Le 20 juillet 1982, il meurt à l'hôpital dans lequel il était soigné depuis. Si un dernier hommage lui sera rendu lors de l'avant-première à Saint-Tropez, la critique se montra froide jusqu'à la fin, abordant à peine la mort de ce réalisateur qui a réalisé tant de succès avec De Funès. On parle là d'un monsieur au nom presque inconnu des nouvelles générations qui laisse pourtant derrière lui des dizaines de classiques au cinéma français. Jean Giraud est parti et maintenant tous les regards sont tournés vers De Funès. Tout le monde voit son état. Tout le monde sait que c'était sûrement son dernier film. Louis avait arrêté l'alcool et le gras, ralenti son jeu et même arrêté le théâtre, mais ça n'aura pas suffi. Le 27 janvier 1983, à l'âge de 68 ans, il fait un troisième infarctus. Mais cette fois-ci, il ne sera pas sauvé. Et à 20h30, Oh, c'est trop jeune, ça. Oh là là. il partira. Ouais, ça c'est dommage. But he was so high. He was so high maintenance for his body, the way he acted, especially his blood pressure. You could see it. Je comprends. You know what I'm saying? Like, je comprends. Madame, monsieur, bonsoir. Les malheurs, les gens les retrouvent bien assez tôt. Le rire, on en aura toujours besoin. Louis de Funès est mort la nuit dernière à Nantes des suites d'un accident cardiaque. Il avait 68 ans. Ouais. C'est un deuil national qui Death, c'est chiant. s'installe en France. Un étrange silence s'abat sur le pays. Un calme où tout semble figé. Il y a un manque de mouvement, un manque d'énergie, un manque de rire. Les unes de journaux affichent son visage avec 2 dates. Parfois son nom, mais la plupart du temps, pas besoin. Ouais, ouais. You don't need his name. Tout le monde sait ce visage. Pas besoin de nommer ce regard que tout le monde connaît. Ces films déjà cultes à l'époque seront rediffusés sur toutes les chaînes télé. Et absolument tout le monde en parle. Dans les supermarchés, chez le coiffeur, dans les repas de famille. Parce que la place de Louis de Funès, avant d'être sur les planches ou devant une caméra, c'était chez les gens. Chez les Français. Dans leur salon. Sur leurs écrans. Pas dans les lignes des critiques élitistes. Dans les cœurs, pas dans les cerveaux. Il n'était pas l'apogée du cinéma pour se détendre. Il était l'apogée du cinéma comique, qui sait rire de soi. Parce que le ridicule ne tue pas, il ne rend pas plus fort. Il fait simplement rire, dans la vision funésienne, en tout cas. Avant tout, l'histoire de Louis de Funès, c'est la volonté, que dis-je, l'obsession de devenir acteur. Et on n'a jamais vraiment su pourquoi ni d'où ça venait d'ailleurs. C'est de réussir à en vivre, mais pas de devenir si grand, pas de supporter autant de pression. Son envie, c'était juste d'avoir tout le temps du boulot. Well, guess what? He became an absolute superstar. There's no doubt about it. Et pendant son repos, d'aller arroser ses légumes, faire des câlins à sa femme dans son château loin du bruit. Il a connu le contraste permanent entre l'amour que lui donnaient les Français et le rejet de la critique. Cette critique qu'il aurait voulu plus sérieux, plus intellectuel, mais lui ça l'a jamais intéressé. Faire rire, c'était sa promesse, à lui et à nous. Malgré les critiques qui auraient voulu voir autre chose en lui, et Louis ne s'est jamais trahi, ne nous a jamais trahi. Et pour terminer cette vidéo, je ne vois pas de meilleure fin que cette phrase prononcée par un homme politique le jour de sa mort. Le plus bel hommage qui sera rendu à Louis de Funès sera celui d'un très grand nombre d'anonymes qu'il continuera par-delà de la mort d'amuser et de divertir. Ouais. Wow. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous en aura appris un peu plus sur le plus grand acteur. This video was excellent, my friend. Excellent, mon mec. Très bien. Ta explication, c'était parfait. Did I say that right? I don't know. It was perfect. I mean, you couldn't have done it any better. Really. Beautifully done. Well done. I cannot believe your great-grandfather acted with him. I mean, ça, c'est incroyable. And yeah, being in theater, c'est pas facile du tout. Oh my God, pas du tout. Pas du tout. And, you know, I don't know how it works in France, but let me tell you, Hollywood is considered by many here like a whole other planet of... Now, I'm not going to say they're all bad, but it's like almost a cult where there's tons of underground shit going on that it's very hush hush. Don't tell nobody.
And a lot of crazy shit going on in Hollywood, especially towards young actresses growing up. They tell their story like 10 years later. You're like, what happened to you when you were 16? What? Like, I don't know. I'm not a fan of Hollywood. I hope with France it's a little different. You know, whatever your version of Hollywood is. But clearly, with him, who I could tell this guy could act. If he wanted to act, this guy could act. I could tell. And, you know, he tried for a year and he didn't succeed. It can't be easy. It cannot be easy. And to realize how difficult and how much work Louis had to put in to become what is now a legend in theater is crazy. It makes you think, oh my God, I don't have a chance. I'm not a Louis. How the hell am I going to start acting? You know what I mean? It's the pressure must be non-stop. Que notre pays n'est jamais connu. Un visage qui ne cessera de marquer des générations. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage vivement à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la commenter. Definitely. Ça me ferait hyper plaisir. C'était beaucoup de boulot. Encore un immense merci à Emma de sponsoriser cette vidéo. Vous trouvez toutes les infos dans la description et en commentaire épinglé. C'était Louis. Merci beaucoup pour votre temps. Very good. Very, very, very good video. About a very, 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 very good actor. Yep. It's funny how our outros are so different. Mine and his are like different sides of the planet when it comes to an outro. His is so calm. Just, it's so nice. Mine's like, what? Anyway, it's good. It's good. Love my outro. Anyway, very well done. Perfectly done. About a perfect actor. C'est dommage. But yeah, like I said, you could tell what he was putting his body and soul through so that he could act the way he wanted to act. I mean, when he came back after the second heart attack, and they said, you know, hey, slow down a little bit. Much less now, okay? You could do a little bit. It looked like nothing had changed in the terms of the way he was acting. So I'm thinking, even if it's just a little bit, he's still putting his blood pressure and his heart rate through the roof, just the way he acts, because he gives you 110%. So I don't know. I personally would not have said, you know, no. I would have said, fini. No, that's it. Done. You're not acting no more. I mean, unless you want to die, it's up to you. But I would say, no, that's it. No more acting. But you know what? He could have just died in his sleep too. You never know. Once you have heart problems and you've already had heart attacks, the next one could come, you know, while you're sleeping. So you never know. But anyway, excellent video. Very good request. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère en béton les fleurs et les bourgeons.